Ça fonctionne, oui. Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue ou rebonjour pour ceux qui étaient là juste avant sur l'atelier sur les métiers de l'informatique. Donc aujourd'hui, on va voir comment se préparer aux entretiens d'embauche et comment booster ma candidature. Donc on est là avec... Alors par contre... Je sais pas si... Voilà. Parfait. Non, c'est bon. C'est bon. Donc on va se présenter avec Estelle, puis on va chacune prendre maximum une demi-heure pour présenter. Alors moi d'abord quels sont les préalables à l'entretien, et puis Estelle vous parlera plus précisément de l'entretien d'embauche, et puis on laissera un large temps de questions-réponses. On espère une demi-heure pour répondre à vos questions sur ces sujets-là. Donc peut-être Estelle, tu vas te présenter d'abord un peu ton parcours pour commencer à illustrer ce dont on va parler. Oui, merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Estelle Robert. Je suis la fondatrice et directrice de Humanitalent. On est un cabinet RH spécialiste de l'humanitaire. On fait du recrutement, du conseil en ressources humaines et de la formation en management d'équipe et en ressources humaines. Donc rapidement, mon parcours, j'ai commencé par une maîtrise en droit du travail. J'ai travaillé 2-3 ans dans le secteur privé. Et puis ensuite, je suis arrivée chez Handicap International au siège, au service RH, mais en appui juridique. Donc sur préparation par exemple de tout ce qui est comité d'entreprise, etc. Et après ma première journée chez Handicap International, je me suis dit c'est ça que je veux faire, je veux partir sur le terrain, je veux partir en mission humanitaire. Donc je suis repartie faire un master en RH, en management des ressources humaines. Et puis tout de suite j'ai été prise avec Action contre la faim. Donc je suis partie au Libéria à partir de début 2008. Donc ma première mission en tant que coordinatrice RH, qui est l'équivalent d'un poste de responsable RH. J'avais de mémoire, je crois, 150 employés nationaux. Donc, et mon poste, c'était un poste RH classique. Recrutement, paye, contrat, négociation avec les délégués du personnel, licenciement aussi. Ça fait partie du boulot. Voilà. Et puis ensuite, j'ai enchaîné les missions. J'ai fait une dizaine de missions, Haïti, Éthiopie, Indonésie, Madagascar, Afghanistan. Je suis partie rapidement avec Oxfam au Kenya et en RDC. Puis je suis revenue avec ACF, je suis repartie avec Solidarité Internationale au Sud-Soudan. Je suis revenue chez Handicap International au siège. Je suis partie avec un Handicap International sur le terrain aux Philippines. Je suis revenue chez ACF, mais version américaine, donc basée à New York. Puis je suis revenue à ACF France et j'ai créé Humanitalent en 2017. Pourquoi je parle de mon parcours ? Parce que, comme vous pouvez l'entendre, il y a une flexibilité dans les parcours, il y a vraiment une fluidité, je dirais, avec une facilité à passer d'une organisation à une autre. Quand je suis partie de ACF pour aller chez Solidarité, la DRH m'a dit me dis pas que chez Sol, ils t'offrent un meilleur salaire que nous. J'ai pas meilleur, mais la même chose. Je me dis, ouais, c'est une cata, il faut vraiment qu'on travaille sur les salaires. Et puis, je suis revenue, et puis je suis repartie. Et là, elle m'a dit, mais génial, tu pars chez Oxfam, tu reviens dans un an, puis comme ça, tu nous diras comment ils font. Voilà, c'est vraiment la fluidité des parcours. Je m'arrête là, et je te repasse la parole. Merci. Donc Océane Plokin, moi je suis consultante maintenant, formatrice associée à Bioforce, donc avec qui je travaille beaucoup. Bioforce qui est une ONG de renforcement des capacités des acteurs humanitaires, le leader dans la formation au métier de l'humanitaire, donc tant en formation initiale qu'en formation continue pour renforcer les capacités des acteurs déjà en poste. Et donc, moi, mon parcours, j'ai commencé avec un DUT de communication. Donc, ça a été un peu ma porte d'entrée, ma compétence technique. On parlera de ça.
des compétences qu'on peut offrir au secteur de la solidarité internationale. Mais j'ai, dès mes premiers stages, orienté mon parcours vers le secteur associatif et solidaire. J'ai enchaîné avec licence et master, licence et maîtrise de sciences politiques, et puis un M2 en droit de l'homme. Et donc voilà, donc déjà orientée vers notre secteur. J'ai commencé du coup comme chargée de communication sur le terrain, ce qui n'était pas forcément ce qui m'intéressait le plus, mais c'était la compétence que j'avais à offrir pour Terre des Hommes, en Suisse au siège et puis au Pérou. Ensuite, j'ai fait un passage à Bioforce en tant que chargée de projet sur un service civique. C'était la première année donc de service civique. Ça m'a permis d'avoir Bioforce sur mon CV sans pouvoir faire la formation. Et j'ai vu quand même la différence ensuite pour candidater. Je suis partie. Ma vraie première mission de terrain, c'était avec France Volontaire, qui est justement une structure d'envoi de volontaires accessible aux premières missions. Je suis partie au Mali sur un projet tripartite entre France Volontaire et les Nations Unies. C'était intéressant, et sur de la gestion de projet, qui était un peu mon objectif. J'ai été ensuite chassée par Asmae, l'association Sœur Emmanuel, qui était présente au Mali et qui cherchait un nouveau coordinateur général. Donc j'ai tenu ce poste-là. Et puis, je suis partie en Inde ensuite avec Médecins du Monde France comme coordinatrice générale. Donc pas d'urgence, hein. Parfois on pense que c'est un passage obligé sur les premières missions, et voilà, moi j'ai fait plutôt des projets long terme, des approches partenariales, des contextes stables. Et donc voilà, depuis presque 10 ans, je me suis mise à mon compte comme formatrice, consultante, coach pour accompagner ceux qui s'engagent sur le terrain. Donc voilà, comme on disait Estelle, hein, c'est pas seulement pour le plaisir de parler de nous, mais pour montrer un petit peu la diversité, le côté puzzle d'un parcours, le côté par étapes, dont on va parler aujourd'hui, et puis peut-être par rapport aux questions que vous pourrez avoir à l'issue de nos présentations. Donc je vais enchaîner avec donc une première partie consacrée un peu à ce qu'il faut savoir avant de postuler, un peu les questions à se poser, ou la veille, la recherche documentaire à faire avant de candidater. Donc la première... Ah oui, c'était bien ça. Comprendre le secteur, donc bien se renseigner sur le secteur si jamais c'est si jamais votre souhait de le rejoindre est assez récent. C'est-à-dire qu'il va falloir... le secteur de la solidarité internationale regroupe des ONG très diverses, très variées. C'est comme si on disait « je veux travailler en entreprise ». Il y a de tout. C'est-à-dire qu'en termes de taille, de structure, de valeur, il y a des ONG confessionnelles, il y a des ONG au contraire qui mettent la laïcité comme point fort de leur valeur. Les modes de financement de ces ONG, est-ce que c'est des donateurs, est-ce que c'est des projets financés par des bailleurs, donc tout ça les thématiques aussi d'intervention, ça va être important de bien connaître les différents acteurs, donc qui sont pas homogènes. Donc il y a aussi les ONG, il y a les organisations internationales, il y a le mouvement de la Croix-Rouge, les organismes d'envoi de volontaires comme France Volontaire ou le SCD. Donc tout ça va vous demander un petit peu de travail au préalable, de passer du temps sur les sites d'information des ONG. Donc c'est vrai que vous avez le portail solidaire-info.org qui est administré par le réseau solidaire. Le réseau solidaire, c'est Bioforce qui pilote 12 ONG, et donc qui se regroupent pour partager les infos. Donc, vous avez beaucoup d'infos sur ce site-là. Vous avez le site de Coordination Sud,
qui est vraiment un incontournable aussi dans notre secteur. Vous avez une rubrique emploi, vous pouvez avoir beaucoup d'infos voilà, sur les fiches de poste, mais aussi des infos sur le secteur en général, sur les actualités. C'est un domaine qui est assez mouvant. On en parlait juste avant, on a fait un zoom métier sur les métiers de l'informatique. Il y en a quelques-uns qui étaient là. Et avec voilà, des métiers qui émergent, qui apparaissent, qui se transforment. Voilà, tout ce qui est autour, par exemple, de la transformation numérique va générer des nouveaux profils, des nouveaux métiers. Donc c'est important d'être au clair là-dessus. Les différents statuts aussi de notre secteur. Donc on a des CDD, des CDI, surtout pour les postes sièges. Sur le terrain, c'est plutôt des CDD d'usage qui vont être renouvelables au fil des missions, sans limitation de durée. C'est un peu différent du privé. Mais il y a voilà, ces statuts-là. Vous avez aussi le statut de VSI, volontaire de solidarité internationale, qui est spécifique à notre secteur. On pourra en parler si vous avez des questions. Mais voilà, généralement, les premières missions sont souvent proposées sous ce statut-là. Vous avez aussi le bénévolat de compétences qui peut être quelque chose d'intéressant pour commencer à démontrer votre engagement, commencer à tester aussi le monde des ONG, des associations. Est-ce que si vous avez ce projet qui est en maturation, est-ce que c'est vraiment un domaine qui va vous intéresser? Est-ce que la culture de travail des ONG, des associations peut vous convenir? Donc le bénévolat de compétences va vous permettre d'offrir des compétences techniques que vous avez à des ONG qui pourraient en avoir besoin. Il y a notamment Passerelle et compétences, qui est une structure qui fait le lien justement entre les compétences que vous pouvez offrir et puis les besoins des ONG. Ça peut être une bonne manière de mieux comprendre le secteur et puis de vous tester un petit peu avant de faire le grand saut vers une candidature plus formelle. Et puis de démontrer votre engagement. Un autre aspect dans cette compréhension du secteur, ça va être de bien identifier. Pour certains, c'est clair et facile. Pour d'autres, notamment les reconversions, ça va demander un petit peu plus de travail. Identifier les postes, les métiers sur lesquels vous pouvez vous positionner. Donc là aussi, pour bien comprendre les différents postes au siège, sur le terrain. Quelles sont les compétences transposables éventuellement d'un autre secteur ou par rapport à la formation que vous avez? Qu'est-ce que vous avez à offrir et sur quoi vous allez vous positionner? Souvent, moi je reçois pas mal de personnes en entretien qui cherchent à intégrer le secteur de la solidarité et ça fonctionne pas bien. Souvent, c'est simplement qu'ils se positionnent sur des postes qui sont pas du tout adaptés en termes de compétences ou en termes de prérequis, de profil, alors que sur d'autres, ils pourraient avoir leur chance. Ou parfois, on va en parler ensuite, le CV ne reflète pas les compétences qui sont attendues par les ONG, alors qu'on peut les avoir. Mais des fois, ça peut être un problème de dénomination, de langage qui va être différent entre une entreprise et une ONG, de compétences que vous pouvez déjà avoir, mais qui ne sont pas valorisées sur vos outils de candidature. Donc pour ce faire, bien connaître le secteur, ses attentes, mais aussi étudier des fiches de poste, voir comment sont formulées les compétences, les fiches de poste. Ça vous permet de faciliter le travail du recruteur en utilisant un champ lexical qui lui parle et ça lui permet de vous projeter, de comprendre vraiment ce que vous avez à offrir. Donc voilà, on vous a mis les quelques sites clés. Relief Web, ça va être plutôt sur les postes pour des structures anglophones. Vous allez avoir les postes emploi des ONG anglophones. Et puis, donc dernier point, ce qui est important, ça s'est illustré déjà un petit peu dans nos parcours. Une carrière, ça va se construire par étapes. Donc c'est bien de savoir où on veut aller et d'essayer de petit à petit, je veux faire de la gestion de projet
dans une ONG, peut-être que si je commence par faire de la gestion de projet dans une autre structure, qui ne sera pas une ONG, ça va me permettre de développer des compétences. Ou au contraire, je vais partir sur le terrain, sur quelque chose qui n'est pas de la gestion de projet, mais ça va me permettre de faire un petit peu de terrain. Ou je vais aller travailler mon anglais à Londres dans un bar pour ensuite être capable de candidater sur des postes anglophones. Voilà, il y a différentes étapes vers l'objectif qu'on souhaite atteindre, et objectif qui peut changer aussi en cours de route. On a le droit selon les aléas de la vie aussi. Donc, deuxième point, pour ceux qui auraient soit en formation initiale, soit qui auraient envie de faire une formation complémentaire dans le cadre d'une reconversion, il va falloir bien étudier aussi les offres de formation qui se sont énormément développées face à la professionnalisation de notre secteur. Il y a, je crois, 250 types de formations possibles à l'université, des masters, des DU, des diplômes universitaires spécifiques sur des thématiques. Je pense, par exemple, il y a un DU santé et migration à Grenoble. Il y a des masters. Bien sûr, Bioforce qui va proposer différents types de formations, des formations longues, des formations courtes, des formations compétences, des formations métiers. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de formations qui existent. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faudra une formation à un moment sur une compétence technique qui peut être complétée et renforcée par quelque chose de plus généraliste. Mais voilà, par exemple, une formation autour des relations internationales qui sera très intéressante, ça va être compliqué d'être suffisant pour vraiment entrer dans le secteur, ou en tout cas, ça va vous demander un petit peu plus de temps. D'accord, merci. Ouais. 11h55, ouais. Super. C'est bon. Merci. Donc voilà, bien regarder les formations, vous renseigner sur cet aspect-là. Et puis construire votre parcours, donc avant, pendant, après la formation. Donc en tout cas pour les premiers parcours. Des stages en ONG sur le terrain, il y en a très peu. Les ONG internationales ne prennent pas de stagiaires sur le terrain. Il y a Acted qui fait un peu exception, qui peut avoir des contrats de stagiaires autour du reporting notamment. Mais sinon, voilà, ça va plutôt être des missions, des premières vraies missions de volontariat, de VSI. Après, voilà, c'est pas forcément un premier départ à l'international. Votre première expérience, ça peut être au siège. Là, il peut y avoir plus de stages. Ça peut être dans l'associatif en France ou même dans un autre secteur. Vous pouvez aussi partir, comme je vous disais, à l'étranger, à l'international, hors ONG, mais développer d'autres compétences. Par exemple, j'enseigne à Sciences Po, et là récemment j'ai une étudiante qui m'a demandé, j'arrive pas à trouver justement un stage, elle est en master, j'arrive pas à trouver un stage en ONG. Je lui dis non, il y en a pas sur le terrain. Par contre, on me propose un stage au Centre culturel français en Turquie. Est-ce que vous pensez que voilà, mon projet c'est de travailler dans l'humanitaire, est-ce que c'est bien? Je dis oui, fonce, c'est à l'international, en plus en Turquie où il peut y avoir ensuite des postes. Et si en plus dans ta mission tu as un petit peu de projet, un petit peu de gestion d'équipe ou de gestion de budget, des choses qui vont ensuite intéresser les ONG, c'est tout à fait valorisable comme expérience. Donc voilà, pour rappeler un peu les étapes et la diversité possible des chemins pour arriver à son objectif. Construire son parcours, donc l'anglais, c'est quand même une langue importante dans notre secteur. Même pour travailler en pays francophone, on va quand même avoir besoin d'un minimum d'anglais. Pareil, ça peut s'acquérir petit à petit, que ça vous bloque pas pour l'instant, mais à garder en tête si vous avez besoin de renforcer cette compétence.
Et puis, donc, les ONG vont rechercher des professionnels engagés et tournés vers l'international. Donc, professionnel, ça veut dire que vous avez quelque chose de concret à proposer, que ce soit la communication, la gestion de projet, l'informatique, le budget, la gestion budgétaire. Vous avez, si possible, vous démontrez de l'engagement par du bénévolat, des expériences associatives. Et puis, si possible, encore une casquette un peu internationale ou interculturelle tournée vers l'international. Ce qui peut être aussi démontré en France, en travaillant avec des publics pluriculturels ou en, je sais pas, étant passionné par la littérature francophone d'autres pays. Enfin voilà, c'est pas forcément d'avoir fait une mission de terrain avec une ONG. Et face à tout ça, on va établir sa stratégie de recherche d'emploi. Donc, grâce à une réflexion que vous aurez fait aussi sur votre engagement, pourquoi vous voulez travailler dans la solidarité internationale, quelles sont vos motivations, quelles sont les valeurs qui vous animent, vos intérêts aussi. Est-ce qu'il y a une zone géographique qui vraiment vous passionne? Est-ce qu'il y a une thématique? Est-ce que vous voulez travailler autour de l'aide à l'enfance, autour de la santé, autour de la logistique? Avoir réfléchi un petit peu à tout ça. À quelle place aussi vous êtes prêt à accorder à votre engagement? Est-ce que c'est une pause dans votre parcours? Est-ce que vous avez vraiment projet de faire carrière dans la solidarité? Et quelles sont vos valeurs? Voilà, je parlais des différences entre les acteurs. Est-ce que c'est une ONG confessionnelle? Est-ce que vous êtes plutôt intéressé par l'urgence, par le développement? Avoir bien réfléchi à votre projet, ça clarifiera aussi, et Estelle va en parler juste à ma suite, votre discours en entretien, d'être au clair sur votre projet et quelle place vous accordez à votre engagement. Donc pour ça, bien vous renseigner, créer du réseau aussi. Alors votre présence aujourd'hui est super dans ce sens-là, hein. Vous avez tous les stands en bas, notamment avec souvent c'est des recruteurs, donc ils peuvent vraiment aussi vous faire un retour sur votre projet, sur votre CV, essayer de glaner des contacts pour la suite. Participer quand vous le pouvez aux journées d'information, que ce soit à Bioforce ou dans les différentes ONG. Médecins du Monde, Médecins sans frontières font tous les mois des rencontres en ligne ou pas pour apprendre à connaître leur structure et leurs besoins. Et puis, tout ça va vous permettre de bien affûter votre candidature, et ce sera mon dernier point, de proposer, de construire des outils de candidature qui soient vraiment adaptés à votre projet et au secteur. Voilà, ça va être un peu la rencontre des deux, avec un CV qui soit bien adapté au secteur. Donc, comme je le disais, en reprenant les termes, les intitulés de poste du secteur, pour être bien compris, et notamment dans le cadre d'une reconversion, de bien reformuler votre CV. Et puis votre lettre de motivation qui va servir à justement expliquer votre parcours, le fil rouge de votre engagement, vos motivations. Il s'agit bien d'un document qui va présenter vos motivations, qui va montrer que vous avez compris l'ONG auprès de laquelle vous postulez, pourquoi vous avez choisi celle-ci en particulier. Et ça c'est important aussi, de ne pas simplement répéter son parcours qui est déjà dans votre CV, mais de bien clarifier vos motivations. J'imagine qu'on en parlera plus longuement dans le temps de questions-réponses. Voilà, donc je passe la parole à Estelle pour vous parler plus précisément de la grande étape de l'entretien de recrutement. Merci beaucoup. Je rebondis juste sur cette dernière slide sur le CV, la lettre de motivation, parce que hier on était donc journée pro, donc avec des responsables recrutement, des responsables RH. Hier on avait une table ronde sur les difficultés du recrutement et on a parlé un peu CV, lettre de motivation. On sait qu'en France, on a le fameux CV 2 pages maximum. Nous, les recruteurs de l'humanitaire, on a l'habitude de recevoir des CV qui viennent de partout où il n'y a pas du tout cette règle. Donc des CV qui viennent de pays où ils nous font des CV en 15 pages.
Donc, on ne s'attarde pas tellement au nombre de pages. On a l'habitude. On a des CV anglo-saxons qui ne sont pas faits du tout comme les CV français. Enfin, donc, ne vous inquiétez pas trop. Si vous avez 20 ans d'expérience et que votre CV il fait 3 pages, c'est pas grave. Évidemment, si vous êtes jeune étudiant et que votre CV il fait 3 pages, là, par contre, il faut se poser des questions. Mais, et sur la lettre de motivation, Océane l'a très bien dit, ce qu'on veut, c'est pas une répétition de votre CV. Donc on veut pas, comme vous le verrez dans mon CV, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, ça c'est bon, on sait lire un CV. Par contre, ce qu'on voudrait savoir, c'est pourquoi vous êtes là. Et on en parlait, en fait, c'est peut-être 80% des lettres de motivation, 90% des lettres de motivation, quand on a fini de lire, on ne sait toujours pas pourquoi le candidat il est là. Donc c'est un problème. Donc les lettres de motivation qu'on voit, c'est soit « Regardez ce que j'ai fait dans mon CV ». Oui, merci. Ou alors c'est « Regardez comme j'ai toutes les compétences pour le poste ». Ce qui ne répond pas à la question « Pourquoi es-tu là ? Pourquoi tu veux le poste ?» Bref, j'enchaîne sur l'entretien et on va revenir de toute façon sur les motivations. Donc moi, des entretiens, ça fait très très longtemps que j'en fais passer. J'ai été aussi candidate, mais j'ai surtout été recruteur. Donc je vais essayer de partager au maximum mon expérience du sujet. La première chose, c'est que pour être bon en entretien, il faut être bien préparé. Et alors, je vais dire une chose qui paraît pas très humble de ma part, mais je n'ai jamais raté un entretien de ma vie en tant que candidate. J'ai toujours été sélectionnée. J'ai pas toujours eu le poste parce que après il s'est passé d'autres choses, mais j'ai jamais raté un entretien. Pas parce que je suis meilleure que les autres. De toute façon, un entretien, c'est toujours voilà, entre guillemets, la concurrence avec, et la comparaison avec d'autres candidats. Donc je suis pas meilleure que les autres. Mais par contre, je sais très bien me préparer. Et donc, même si j'ai pas le poste parce que quelqu'un était meilleur que moi, j'ai quand même toujours été validée. J'ai toujours eu des feedbacks positifs à mes entretiens. Ça, c'est la clé, être bien préparé. Donc, connaître l'annonce. Ça m'arrive encore, alors un peu moins maintenant parce que quand même je recrute pour des gros profils. Normalement, les candidats savent faire. Mais ça m'est arrivé d'avoir des candidats, on se dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a vu de la lumière, il est rentré. Il se rappelle plus pourquoi il est là, en fait, le poste lui-même. Ah oui, dans quel pays ? Il se rappelle plus. Bon, ça, c'est pas imaginable. Connaître son CV. Alors, on va reparler aussi de ça, mais c'est vrai que des fois, il y a des candidats qui se présentent et qui veulent nous donner toutes les dates. Alors, de telle date à telle date, j'ai fait ci, de telle date à telle date. Et puis après, ils s'embrouillent. Ah non, c'était pas en 2017, ça devait être en 2016. Non, c'était en 2017. Non, en fait, non, c'était en 2000. On s'en fout, en fait. On a le CV avec les dates. Donc, soit, si vous voulez donner les dates, vous les connaissez par cœur, vous vous embrouillez pas. Soit, vous donnez pas les dates. C'est pas grave, on les a sur le CV. Mais là, vous vous tirez une balle dans le pied, hein, sinon. Avoir réfléchi à ses motivations, Océane l'a dit, et je vais vous donner un exercice pour vous aider à faire ça, mais on en reparlera. Ça aussi, Océane l'a dit, consultez les sites des ONG. Ça arrive encore. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Un candidat en entretien pour un gros poste, hein, directeur des opérations, c'est pas un petit poste. En fait, il n'avait pas vu plein de choses sur l'organisation. En fait, il n'avait pas regardé le site. Ou alors, il l'avait survolé. Ça, c'est pas possible. Ça, un entretien, vous le savez, au minimum, allez, 3 jours à l'avance, c'est vraiment le minimum. Généralement, c'est plutôt une semaine. Vous avez le temps de vous préparer. Vous devez savoir où vous mettez les pieds. Et ça revient à la motivation. Pourquoi vous êtes là ? Si vous savez même pas chez qui vous êtes, quoi. Ça aussi, d'ailleurs, dans les lettres de motivation. Quand on envoie une lettre de motivation à un Médecins du Monde alors qu'il y a écrit handicap international dedans, comment vous dire que même si le CV il est top, la candidature est éliminée. Donc faire des recherches aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être très utile. On a parlé tout à l'heure, Océane a parlé de réseau. Ici, c'est le réseau physique. Ça fait du bien de se voir en vrai. Après, il y a le réseau virtuel, LinkedIn,
Moi, évidemment, je ne travaille que sur LinkedIn puisque je fais beaucoup de chasse de tête. Donc, je vous invite quand même à avoir un profil qui est à jour et à contacter des gens. Et notamment à contacter la personne avec qui vous allez faire un entretien. Comme ça vous permet de savoir un peu à l'avance quel est le profil de la personne. Est-ce que c'est un RH? Est-ce que c'est un OP? Quel est son parcours? Et déjà, ça va vous permettre de moins vous stresser parce que vous aurez déjà mis un visage sur la personne. Et puis, potentiellement, vous pourrez dire « Ah, mais j'ai vu que vous avez fait telle et telle chose. Ah, ben moi, je connais quelqu'un que peut-être... » Voilà, ou rebondir sur des choses. Ça peut être intéressant. Choisir sa tenue vestimentaire, c'est en lien avec connaître le secteur. Hier, donc on était journée des pros et je me disais comment je vais m'habiller. Et j'avais hésité à mettre une veste de costard. Heureusement, je ne l'ai pas mise. J'aurais été la seule avec une veste de costard. Dans notre secteur, on ne met pas costard-cravate. Pour un poste de directeur général ou de DAF, oui. Pour un poste terrain de log, non. Là, ça veut dire que vous ne savez pas du tout où vous mettez les pieds. Bien sûr, on évite quand même les cheveux sales, les tongs, le short. En entretien, ça ne se fait pas non plus. Il faut trouver un juste milieu entre les deux, ok ? Être à l'heure, ça peut paraître évident. Apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. Ça peut arriver d'avoir des aléas, mais dans ces cas-là, on prévient. Un candidat qui est en retard, qui ne prévient pas, c'est très très mal barré pour lui. Le déroulé de l'entretien, il est assez classique. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Un entretien RH, en général, il y a toujours le même déroulé. Donc, je vais vous expliquer les étapes. L'introduction, avec la fameuse question « Présentez-vous ». Ensuite, le recruteur va rechercher des informations sur le CV, sur les compétences, notamment les compétences techniques. Ensuite, on va rechercher des éléments sur la personnalité, les savoir-être. Puis, on va vérifier ce que le candidat a compris du poste, surtout si c'est un candidat qui ne vient pas du secteur. Évidemment, quand c'est un candidat qui est coordofine depuis 5 ans, qui postule pour un autre poste de coordofine financier, on ne va pas lui demander est-ce que tu sais de quoi tu parles. On sait. Par contre, pour des candidats qui viennent du privé, on a besoin de savoir s'il a compris le poste. Les motivations, les fameuses. Et puis, à la fin, il y a toujours la question « Avez-vous des questions ?» Donc, je vais reprendre chaque étape. Présentez-vous. Alors, ce n'est pas une question piège du tout. Vous pouvez la préparer largement en avance. Vous savez qu'elle va arriver. C'est obligé. Les entretiens commencent par là. Là, vous avez un équilibre à trouver entre le fait d'être synthétique et le fait quand même de donner des infos. Donc, être synthétique, ça veut dire que si vous passez une demi-heure à parler de votre parcours, vous n'êtes pas synthétique. Et moi, j'ai 1 heure ou 1 heure et demie pour vous poser des questions. Si vous me prenez un quart, un tiers de mon temps à parler de votre CV que j'ai de toute façon sous les yeux, ça va beaucoup m'énerver parce que j'aurai pas le temps de poser d'autres questions. Et puis, normalement, il faut regarder son interlocuteur. Et moi, j'ai ma tête qui est là. Et le candidat ne s'en aperçoit pas. Donc, il n'est pas très, très à l'écoute. Une présentation, normalement, 5 minutes. Alors, si vous avez un petit parcours, plutôt 3 minutes, 5 minutes, 7, allez, 10, grand max. Mais en 10 minutes, il faut que ce soit que des infos intéressantes. Donc, préparez-vous, vous prenez votre téléphone, vous posez la question à vous-même, et je me présente. Bonjour, je suis Estelle Robert. Voilà. Et vous vous préparez, vous vous filmez, vous regardez la vidéo et vous vous dites, est-ce que tout ce que je dis là, c'est intéressant? Est-ce que j'ai rien oublié qui est intéressant et que j'ai oublié de dire? Donc, par exemple, les dates, pas intéressant, parce qu'on l'a déjà dans le CV. Par contre, ce qu'on veut savoir vraiment dans cette question, et d'ailleurs, il y a des candidats qui commencent par « Oui, comme c'est écrit dans mon CV », en mode « La recruteuse, elle n'a même pas lu mon CV. Si j'avais pas lu ton CV, tu ne serais pas là. » Ce qu'on veut voir, c'est comment vous articulez, comment vous expliquez votre parcours. Pourquoi vous êtes passé, comme Océane, d'un poste de com à un poste de chef de projet.
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé au Pérou ou au Népal? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, expliquez-nous les articulations. Et si vous avez un trou dans votre CV, par exemple, pendant 3 ans, vous avez fait autre chose, vous êtes occupé de vos enfants et vous ne l'avez pas mis dans votre CV. Il y a de plus en plus de CV où il y a écrit pause familiale. Voilà. Mettons, vous ne l'avez pas mis dans votre CV et vous allez faire comme si que nous, on ne l'avait pas vu non plus. Mais nous, on l'a vu. Donc, si vous ne le présentez pas, on va vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé là, de 2020 à 2023? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, voilà, ça ne sera pas une question piège, encore une fois. Les recruteurs qui veulent piéger, je suppose qu'il y en a encore, mais c'est quand même pas la majorité. Je pense que la plupart des recruteurs sont plutôt bienveillants. Ce qu'on veut, c'est avoir des infos. Donnez-nous ces infos avant qu'on vous les demande, en fait. Comme ça, c'est vous qui présentez de la manière dont vous le voulez. Bon, ça n'empêche pas que des fois, on va rebondir pour creuser, mais voilà. Le secret, donc, dire ce que le recruteur veut entendre. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais, la logique de parcours, mettre en avant les compétences en lien avec le poste. Parce que si vous allez me parler pendant 10 minutes d'un truc que vous avez fait qui n'est pas en lien avec ce poste-là, vous abordez dès les 5 premières minutes de l'entretien. Et donc la bonne nouvelle, vous avez la main, vous avez largement le temps de vous préparer sur cette question. Deuxième étape de l'entretien, on va chercher des éléments plus techniques, sur les compétences techniques. Donc là, on va généralement poser 3 types de questions. Des questions théoriques. Donc, par exemple, dites-moi comment vous faites pour gérer un budget. Bon, la question est un peu large, mais voilà, admettons. On va poser des questions de mise en situation. Imaginez, vous êtes sur une route au fin fond du Tchad et là, il y a, je ne sais pas, une attaque. Comment vous réagissez? Bon. Et puis, on va avoir la technique CBI. Il y en a qui connaissent? Californian Bureau of Investigation. Non, c'est pas ça. C'est les Competency-Based Interview, donc les entretien basé sur les compétences, et donc il va falloir répondre en mode star. C'est vous la star à ce moment-là, et vous allez expliquer aux recruteurs quelle était la situation, quelle était la tâche, l'action et le résultat. Donc là, le type de question, c'est une question par exemple, parlez-moi d'une situation où vous avez rendu un rapport bailleur en retard. Comment vous avez fait pour gérer ça? Parlez-moi d'une situation où vous avez été confronté à un conflit avec les membres de votre équipe. Parlez-moi d'une situation. Donnez-moi un exemple concret dans vos expériences où vous avez eu à gérer un problème avec un fournisseur. Donc ça va être vraiment des exemples concrets issus de vos expériences. Et donc là, la situation. Eh bien, j'étais logisticien au Tchad avec Médecins du Monde. Il y avait un fournisseur qui devait nous livrer des tuyaux. Et voilà, il n'y avait plus de tuyaux en stock, je ne sais pas. Bon, bref, j'invente des trucs au fur et à mesure. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait un rendez-vous avec le fournisseur pour lui demander comment on allait résoudre le problème. Résultat, finalement, il m'a orienté vers un de ses collègues qui, lui, avait du stock et on a pu obtenir nos tuyaux et en même temps, on a préservé la relation avec le fournisseur et on a pu retravailler avec lui après. Bon, voilà. Vous avez compris la démarche. Ensuite, on va chercher des éléments sur votre personnalité. Je dirais que ça, c'est la partie la plus difficile. Pardon, je reviens rapidement. En fait, j'ai oublié un élément parce que ça, vous pouvez le préparer. Quelles sont les compétences clés du poste, de la gestion budgétaire? Quelles sont de la gestion de fournisseurs ou de la gestion des conflits, de la gestion d'équipe. Donc vous pouvez déjà préparer quelles sont les questions potentielles que le recruteur pourrait me poser et déjà avoir des exemples concrets
D'ailleurs, il y a des candidats qui répondent en mode star alors que la question n'était pas en mode CBI. Donc, ils donnent des exemples. Et ça, c'est top. D'abord parce qu'on n'a pas besoin de poser la question. Il répond avant même qu'on pose la question. Et il illustre avec du concret. On se dit, du coup, il pipote pas s'il nous donne des exemples concrets. Donc, ensuite, sur la personnalité, c'est là où, j'avoue, c'est pas toujours le plus facile. Mais c'est pareil, vous pouvez répondre en mode star, en donnant des exemples concrets. Si vous dites, voilà, dans les exemples de questions, quel type de personne êtes-vous au sein d'une équipe? Bon, si vous êtes du type, moi je suis généralement un super coéquipier, j'ai tendance à vraiment avoir à cœur que tout le monde soit bien, à prendre soin les uns des autres, l'ambiance, voilà, c'est important pour moi. Ok, un exemple concret. Voilà, moi j'apporte des gâteaux pour les anniversaires de mes collègues. Ok, ça c'est un exemple concret. Ou donnez-le avant qu'on vous pose la question, parce que sinon c'est facile de dire moi je suis super sympa alors qu'en fait vous l'êtes pas du tout. Si vous donnez des exemples, comme ça, on se dit « Ah, il pipote pas ». Bon, après, maintenant que je vous ai donné le truc, vous pouvez aussi pipoter, mais ça serait pas bien de votre part. On pose aussi la question, si je demandais à vos collègues de vous décrire, que diriez-vous sur vous? Bon, que diriez-ils, sur vous? Voilà, ça c'est... On pose des questions sur l'aspect interculturel, multiculturel, souvent, voire même tout le temps, surtout si vous n'avez pas d'expérience déjà à l'international. Voilà, et mode CBI, parlez-moi d'un conflit que vous avez eu au sein de votre équipe, comment est-ce que vous avez réagi récemment. Dans mon dernier recrutement, là, je posais les questions. Donnez-moi un exemple concret d'une situation où vous avez dû faire preuve de diplomatie. C'est le genre de questions qu'on peut poser. Alors après, il y a des questions un peu plus générales. Comment gérez-vous votre stress? Bon, j'avoue, il n'y a pas de recette miracle pour répondre. Là, dites la vérité, on va dire. Et puis, citez 3 qualités, 3 défauts. Je ne sais pas si ça se fait encore. Les vieux recruteurs, peut-être. Bon, normalement, ça se fait plus trop, parce qu'on le sait. Mes défauts, je suis très perfectionniste. Ok, je prends vraiment trop à cœur mon travail. Donc bon, normalement, vous n'aurez pas trop cette question, mais au cas où que vous tombez sur un vieux recruteur, d'où l'intérêt d'avoir été voir son profil LinkedIn, comme ça vous savez, vieux ou très jeune. Parce que du coup, très jeune, le recruteur est encore plus stressé que vous. Et donc, il va peut-être vous poser ce genre de questions. Pour illustrer, donc voilà... Pendant l'entretien d'embauche, le recruteur qui demande quel est votre principal défaut, le candidat répond la franchise. Bon, c'est pas un défaut, mais je m'en fous de ce que vous pensez. Voilà. Bon, c'est juste pour illustrer. Oui, ça devrait être bon. Compréhension du poste, donc il faut que vous ayez bien lu la fiche de poste, bien compris la fiche de poste, d'où l'importance d'aller sur les sites internet, Coordination Sud, Relief Web, lire des fiches de poste. Il y a aussi pas mal d'ONG, je pense que Médecins du Monde, Solidarité, PU, MSF, peut-être ACF aussi, oui, ACF aussi, ils ont des vidéos métiers. Donc, ils ont des vidéos avec des gens qui occupent un métier de chef de projet plaidoyer et qui va parler de ça, ou peu importe. Et donc, ça, regardez, parce que ça vous donne des éléments et ça donne des exemples et ça met en perspective par rapport à une fiche de poste qui peut être un peu difficile à comprendre, où on a peut-être des fois, surtout quand on vient pas du secteur, du mal à imaginer concrètement ce que ça peut être. Donc toutes ces vidéos, elles sont super, elles sont disponibles en ligne. Donc allez-y. De nouveau, avoir fait des recherches sur l'organisation elle-même, sur le projet lui-même, sur la zone. Utilisez le bon vocabulaire, la bonne terminologie. Si vous venez du privé, évitez les mots entreprise,
parce que c'est pénible. On n'est pas des entreprises, on est des ONG. Dites organisation, ça marche pour tout le monde, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je recrutais pour un profil financier, donc principalement des candidats qui venaient du privé, et qui me dit oui, j'ai envie de travailler dans votre entreprise. Alors déjà, en plus, moi, je suis cabinet de recrutement, donc tu vas pas travailler avec moi. Premièrement. Deuxièmement, je recrute pour une ONG, donc là, tu as tout faux. Tu as de la chance que les financiers en veuillent à fond, donc je vais passer outre. Mais tu me hérisses le poil. Donc ça, c'est éviter les... Ouais, c'est ça. Et les acronymes, on en a plein, comme dans tous les secteurs, je suppose, beaucoup de jargon. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, essayez de chercher sur Internet. Normalement, vous trouverez. Hier, avec Handicap International, on parlait d'un chef de projet Merlu. C'est vrai que c'est pas évident de comprendre qu'est-ce qu'il fait, le chef de projet Merlu. Ça n'a rien à voir avec les poissons, en plus. Donc, c'est vraiment des pièges. Normalement, en tapant sur Internet, on peut trouver les infos. Ah, les motivations. Donc, le truc que normalement, vous savez, parce que c'est vous qui avez envoyé une candidature. Alors, des fois, c'est nous qui sommes allés vous chercher. Là, j'avoue, du coup, vous faites plus d'efforts sur la motivation. C'est un peu pénible aussi. Ça m'est arrivé quand même, un candidat que j'ai présenté à un de mes clients. Quelles sont vos motivations ? C'est Estelle qui m'a contacté. Donc, ok, super. Normalement, donc, si vous avez postulé, c'est vous qui avez fait la démarche. Vous devez savoir pourquoi vous envoyez une candidature pour ce poste. Attention, il y a 3 éléments à retenir. Ce poste, cette organisation, ce pays, si c'est en tout cas pour de l'international. Là, je vais partager un moment de gênance. Je crois que c'est un des pires de ma carrière. J'étais chez Handicap International, donc recruteuse, et je recrutais un chef de projet psy, donc santé mentale, pour la Côte d'Ivoire. Arrive la question, quelles sont vos motivations ? La candidate, jusque-là, elle avait plutôt fait un bon entretien. Donc, profil psy, elle correspondait plutôt pas mal. Voilà, quelles sont vos motivations ? Et là, elle me dit, parce que je veux aider. Bon, très bien, c'est très louable. Heureusement d'ailleurs, qu'en tant que psy, tu as un peu envie d'aider les autres. Donc très bien, et je lui dis donc super, mais en tant que psy, vous pouvez déjà aider des gens en France, dans d'autres secteurs que l'humanitaire. Donc pourquoi Handicap International, pourquoi en Côte d'Ivoire, pourquoi l'humanitaire ? Et là, c'est le drame, elle commence à me dire oui, mais parce que j'ai remarqué qu'il y a comme un déséquilibre des compétences entre le Nord et le Sud. Et je pense que là, elle a vu ma tête. Genre, what ? Du coup, elle s'est arrêtée. Et donc, j'ai essayé de reformuler. Donc, vous me dites que vous souhaitez partir avec Handicap International en Côte d'Ivoire sur ce poste de chef de projet santé mentale pour rééquilibrer le déséquilibre des compétences Nord-Sud. Elle me dit... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ok, très bien, on en est déjà à deux fois où je pose la question. Ok, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Quelles sont vos motivations ? Et là, elle s'enfonce encore et elle me dit, mais parce que partir loin, c'est se retrouver soi-même. J'ai dit, on va arrêter. On a arrêté l'entretien à ce moment-là, en fait. Bon, donc c'est déjà la fin, mais je lui ai dit, c'est pas possible. Revenez et réfléchissez pourquoi vous êtes là et on en reparle quand vous avez mis votre projet au clair, en fait. C'est dommage parce qu'elle a un profil intéressant. Donc, une petite technique pour vous préparer. C'est la technique des 5 pourquoi. Donc, tout simplement, vous posez 5 fois la question pourquoi. Pourquoi je veux ce poste ? Parce que je veux aider. Là, c'est pas de nouveau, la deuxième question, c'est pas de nouveau pourquoi je veux ce poste, mais c'est pourquoi je veux aider. Parce que j'estime que moi, dans ma vie, j'ai eu de la chance et que quand on a de la chance, on doit aider son prochain. Okay. Pourquoi c'est important pour toi d'aider ton prochain ?
Parce que moi, j'ai été éduquée dans une famille catholique où la valeur de solidarité, je vous dis n'importe quoi, hein, mais la valeur de solidarité est très importante. Et puis voilà, mes parents, ils étaient engagés. On accueillait des enfants pendant l'été parce qu'ils ne pouvaient pas partir en vacances, donc on les accueillait à la maison. C'est quelque chose qui est du coup dans mon ADN familial. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi de refaire ce que tes parents ont commencé à faire dans de la solidarité, etc. Voilà, alors je vais pas aller au bout. Et le dernier pourquoi, il est donc du coup hyper personnel, souvent très très intime, en lien avec ses parents, en lien avec son histoire. Donc ça, vous n'allez pas le dire aux recruteurs. D'abord parce que vous allez vous mettre à pleurer. Oui, moi mes parents. Ça va pas marcher. Je le dis d'autant plus confortablement que je l'ai fait en entretien. Heureusement, c'était pas un vrai entretien, c'était un entretien, un test que j'avais fait au tout début de ma carrière avec une collègue psy de Handicap International qui m'a posé cette question. Mais si tu es si proche de ta famille, pourquoi souhaites-tu partir à l'autre bout du monde ? Je sais pas. Donc j'étais pas du tout prête. Mais en tout cas, voilà, la technique des 5 pourquoi, vous vous posez 5 fois la question pourquoi. Et évidemment, vous n'allez pas dire le 5e pourquoi, enfin la 5e réponse au recruteur, mais quand vous allez lui répondre, ça va plus du tout avoir la même tête. Votre réponse, elle va être profonde, elle va vraiment, vous allez incarner quelque chose. Si votre motivation, c'est uniquement l'argent, de toute façon, vous ne seriez pas là. Ça, c'est sûr. Avez-vous des questions ? Donc ça, c'est la dernière question qu'on pose. Ne jamais dire non à cette question. Si vous dites non, c'est que nous, on va considérer que vous n'êtes pas hyper intéressé. Comment vous pouvez ne pas avoir de questions sur un projet que vous ne connaissez pas, une équipe que vous ne connaissez pas, une culture que vous ne connaissez pas, un pays que vous ne connaissez pas ? Enfin, il y a tellement de choses que vous ne connaissez pas. Comment c'est possible de ne pas avoir de questions ? Ça veut dire que vous ne vous projetez pas. Donc voilà, il y a plein de questions que vous pouvez poser sur le poste, le projet, l'organisation, le salaire, les conditions. Normalement, vous avez déjà les infos avant, hein, mais si jamais vous n'en avez pas, c'est le moment de demander. Ça m'est arrivé d'ailleurs, je crois, d'avoir une annonce sans salaire. Donc sur l'annonce, il n'y avait pas le salaire. On fait tout l'entretien et à la fin, je dis au candidat, donc avez-vous des questions ? Il me dit non. Je ne voulais pas savoir le salaire ? Non. Bon, n'hésitez pas, si ça n'a pas été dit, normalement le recruteur il l'apporte. Enfin, c'est à lui de l'apporter comme info, mais si jamais ça n'a pas été fait, posez des questions sur le salaire, les conditions, le télétravail, tout ça. Enfin, le télétravail si vous êtes en France, parce que si vous êtes à l'étranger en mission, il n'y aura pas de télétravail. La suite du process, voilà, il y a tellement de questions à poser. La communication, sachez que c'est 7% de verbal uniquement. Donc les mots que vous dites, ça compte pour 7%. Et 38% c'est du paraverbal et 55% c'est du non-verbal. C'est-à-dire la manière dont vous vous positionnez, genre un candidat qui est en mode comme ça, ou comme ça aussi, j'ai déjà vu. Hein. Alors c'est vrai que maintenant, les entretiens, on en fait un peu moins en présentiel, mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu une candidate, elle a passé je vais essayer de trouver elle a passé tout l'entretien comme ça. Je dis, c'est étonnant quand même. Qu'est-ce qu'elle a ? Peut-être mal au cou, je sais pas. C'était un peu bizarre, du coup, elle était comme ça tout le long. Puis en plus, elle avait des grands cheveux, donc ça faisait comme ça. Bon. Donc la posture, comment vous vous positionnez. Et alors là, c'est très piégeux parce que sur le paraverbal, votre rythme, si vous avez l'habitude de parler très très vite, apprenez à parler lentement parce que nous, recruteurs, on cherche des infos. Si vous ne communiquez pas bien, on se dit, en fait, le candidat, il n'a pas vraiment envie que je comprenne ce qu'il me dit, donc c'est un peu pénible. Je le dis une fois, 2 fois, si je veux pas ralentir, le timbre et le volume,
Non, le timbre, non, j'ai rien à dire sur le timbre. Le volume, par contre, le volume, c'est piégeux parce que ça crée des biais. Nous, recruteurs, on a des biais, forcément. Quand on est un bon recruteur, on en a conscience. Donc récemment, j'ai fait un entretien avec une candidate qui parle comme ça. Elle parle très très doucement, elle a une voix très très douce. Moi, je suis consciente que ça me crée un biais et que pour mon client, ça va créer un biais. Donc c'est écrit dans mon compte-rendu d'entretien. Attention, la candidate, elle a une voix très douce. C'est un poste à responsabilité. Elle va devoir manager des directeurs. Donc on est sur des hauts niveaux. Est-ce que du coup, ça ne va pas créer une impression de trop de douceur, on va dire? On est quand même dans un monde patriarcal. On s'attend à ce qu'un chef, il en ait, même quand c'est une femme. Donc malheureusement pour elle, ça peut être perçu comme elle va pas savoir s'imposer, ça va pas être un leader. J'ai une candidate qui a été recalée il y a quelques mois. Elle avait en revanche un rythme de parole plutôt lent, comme ça. Et du coup, quand mon client lui posait des questions, elle prenait un petit temps de réflexion de quelques secondes avant de répondre. Eh bien, elle a été recalée à cause de ça. Alors bon, il y avait d'autres candidats qui étaient très très bons, donc il faut aussi trouver des raisons de recaler les gens. On ne peut pas embaucher tout le monde. Mais elle a été recalée à cause de ça, parce que du coup, pour mon client, elle a paru comme manque de dynamisme, manque de répondant. Voilà, c'est aussi un poste à responsabilité. Est-ce qu'elle va savoir s'imposer en tant que leader? Voilà. Ouais. Et puis, donc s'adapter à la culture de l'organisation, ça on en a déjà parlé, le vocabulaire, le code vestimentaire, je ne reviens pas dessus. Et puis, après l'entretien, il y a très peu de candidats qui le font. Donc, si vous le faites, vous allez forcément sortir du lot. Envoyez un petit mail de remerciement. Merci pour votre temps, merci pour votre accueil. Bon, sauf si vraiment vous avez été mal accueilli, mais sinon, ça mange pas de pain et voilà, vous allez peut-être sortir du lot. Et en plus, c'est l'occasion de dire « Ah, j'ai oublié de vous poser une question » ou de dire « Ah, je me rends compte que dans le stress, j'ai eu du mal à trouver un exemple sur la gestion des conflits, mais en fait, j'avais tel et tel exemple à vous donner. » Voilà. Si vous avez l'impression d'avoir raté un bout de l'entretien, ça peut peut-être vous permettre de rattraper le coup. Et je finis avec la gestion du stress. C'est pas facile, d'autant que plus vous êtes motivé, généralement, plus vous êtes stressé. Et plus vous êtes stressé, moins vous avez de chances d'avoir le poste. C'est ballot. Donc, il faut vraiment travailler sur votre gestion du stress, être super bien préparé. Ça, déjà, ça vous enlèvera beaucoup de stress. Relativiser, vous jouez pas votre vie. On a parlé de la flexibilité des parcours avec Océane. Si c'est pas maintenant, ça sera l'année prochaine. La première fois que j'ai postulé chez ACF, j'ai été recalée à cause de mon anglais. Je suis partie en Inde, je suis revenue et puis j'ai été prise. Donc c'est pas grave de rater, c'est pas pour toute la vie. Voilà. Et puis une petite formule magique, je sais pas s'il y en a qui connaissent Musclor. Ça date un petit peu, j'avoue. Donc les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront pas. Donc moi, c'est ma formule magique. C'est Musclor. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le fais. Donc il prend son glaive, et il met son épée comme ça, et il dit « Par le pouvoir du Graal ancestral, je détiens la force toute puissante ». Bon, alors moi, je n'ai pas d'épée, mais je le fais quand même dans ma tête, et je serre un poing avant des rendez-vous importants. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais un rendez-vous avec un directeur général. Je serre mon poing et je me dis « Je détiens la force toute puissante !» Et du coup, ça s'appelle un ancrage en programmation neurolinguistique, donc c'est pas que des conneries ce que je vous raconte. Ça crée un ancrage et ça me donne de la force, de la motivation. Je me dis allez, je peux le faire, et puis je donne tout, puis on verra bien. Et voilà, j'en ai terminé. On va prendre vos questions maintenant.
T'as fait musclore avant d'entrer? Non, Donc voilà, il nous reste 20 minutes de questions-réponses avec vous, voilà, qui peuvent être généralistes, qui peuvent être un peu personnalisées aussi. N'hésitez pas, hein, on reste pas très nombreux, c'est l'occasion. Je crois que nos gentils volontaires vont passer le micro. On peut en passer un Ouais, on va se partager. Bonjour et rebonjour. Fortunato, question toute simple, est-ce que vous avez un exemple de CV? Non, moi je ne suis pas sur place. Voilà. Non, après, il y a différents types de présentations. Je ne sais pas si tu avais une arrière-pensée derrière ta question. Non. En tout cas, on peut... Design, on va dire. Ouais, design ou plutôt le fond? Alors, les deux. Les deux, ouais. Ok. Alors, design, j'aurais tendance à dire, ça va dépendre un peu des postes. Par exemple, sur un poste en lien avec la communication, où ça va être intéressant d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu créatif. Au contraire, voilà, on va attendre quelque chose de plus terre à terre sur un profil logisticien, par exemple, donc adapté un petit peu au poste. Comment? IT, voilà, l'important, c'est surtout que ça soit clair, synthétique, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Sur le fond, il y a différentes manières de présenter son parcours. Selon si c'est une reconversion, où il va falloir vraiment faire un effort de reformulation, de transposition, un CV par compétences peut être intéressant. Dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre en valeur les organisations dans lesquelles vous avez travaillé, qui peuvent être Fondation Total, des choses, des entreprises du privé qui vont nous intéresser moins que les compétences que vous avez pu y développer. Dans ce cas-là, un CV par compétence, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que votre première rubrique, ça va être vraiment tout ce que vous savez faire, en ayant là aussi essayé de reformuler au maximum. Estelle parlait d'entreprise. Des fois, ça va être juste de mettre un terme client, alors que nous, ça ne va pas être des clients, ou au lieu de parler d'études de marché, vous allez parler d'études de contexte, selon notre domaine à nous. Donc là, ça va être vraiment important dans le cadre d'une reconversion de transposer. Ce qui est intéressant aussi, je te laisse après répondre, dans notre secteur, tout ce qui est engagement associatif, expérience bénévole, expérience à l'étranger, même vous êtes parti 2 ans faire un tour du monde, vous avez géré votre budget, fait du woofing, tout ça va être intéressant pour nous et pas forcément dans tous les autres domaines. Donc par exemple, si ça fait 2 ans que vous êtes bénévole à la Croix-Rouge, le bénévolat c'est un statut. Par contre, quelle fonction vous aviez et puis la présenter comme une expérience salariée, parce que c'est pas ça qui est le plus important pour nous. Quitte à mettre bénévolat entre parenthèses. Peut-être Estelle, tu veux compléter un peu? Non, je voulais juste dire qu'il y a des formats types sur Canva, par exemple. Donc, sur un poste d'informaticien, on va pas vous demander beaucoup de créativité, du noir et blanc, c'est bien. Voilà, c'est pas. Un petit peu de couleur, un petit peu de gras, un peu de ce que vous voulez, mais faites pas compliqué. Alors, on a l'habitude, encore une fois, d'avoir des CV anglo-saxons. C'est vraiment très très sobre. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai déjà posé un peu la question au stand qui est en bas, car au sujet des reconversions, moi je suis dans le monde associatif, mais vraiment français, je suis jamais trop partie en mission à l'étranger. Et là, les associations en bas, les ONG, me disaient que c'est très compliqué quand on n'est jamais parti d'envoyer quelqu'un sur le terrain. Elles me disaient de tenter d'autres associations comme Acted, qui apparemment envoient pas mal de jeunes sur le terrain.
Je me demandais si vous aviez d'autres idées d'associations qui aussi qui sont sûres et qui peuvent envoyer des profils un peu plus juniors sur le terrain. Oui, effectivement, c'est compliqué en tant que junior. Et donc, junior, c'est première mission, on va dire, de trouver. C'est très très difficile maintenant. Toutes les ONG veulent déjà recruter des gens expérimentés, donc comment on fait? Le démarrage est difficile. Par contre, une fois qu'on a le pied dedans, si on est bon, on est tout le temps chassé. Voilà, on n'a plus de problème pour chercher du boulot. Hein. Mais c'est vrai que rentrer, c'est difficile. Effectivement, Acted envoie plutôt des juniors. Enfin, pas que d'ailleurs, mais notamment les petits... Comment ? Voilà, tout ce qui est VSI. Donc France Volontaire, la GIL, le SCD. Donc là, ça va être des volontariats dans des beaucoup plus petites structures. Et donc c'est le bon tremplin. Un autre tremplin, ça peut être de travailler dans une grosse ONG qui a des opérations en France, par exemple Médecins du Monde ou PUI. Ils sont aussi... Voilà, mais non, voilà, pas pour partir sur le terrain tout de suite. Mais par contre, comme ils ont des missions en France aussi, peut-être travailler avec eux sur une mission de France, ce qui fait qu'après, tu as un pied dedans et tu peux... probablement plus facilement basculer sur de l'international. Bonjour, excusez-moi, j'avais juste une question concernant comment préparer son CV, tout ça, la candidature, tout ça. Mais en fait, est-ce que ça fait pas un peu trop en fait pour un candidat de la culture d'entreprise, les vocabulaire, tout ça. Est-ce que ça fait pas beaucoup de choses, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais comment je pourrais dire ça. Voilà, par exemple, quand on parle du langage verbal, paraverbal, si on conditionne trop les personnes en fait par rapport au poste. Est-ce que ça détache pas la personne de... Est-ce que ça la conditionne pas trop? Parce que, je sais pas si j'arrive pas à dire trop. J'entends deux choses, je sais pas, j'entends deux choses dans votre question. La partie CV, lettre de motivation, et la partie pendant l'entretien. Donc je vais répondre sur la partie entretien. C'est vrai que toutes ces règles, on va dire... on s'éloigne un petit peu peut-être du naturel. Mais ça fait partie ça fait partie du jeu en fait. Un peu comme un premier encart. Au premier encart, vous dites pas au gars ou à la nana je pète au lit, tout ça. Enfin, vous essayez de vous montrer sous votre meilleur jour. Donc, vous ne montrez pas totalement naturel. C'est un peu la même chose. Tu veux répondre sur la partie CV ? Oui, sur la partie CV, l'idée c'est que selon les postes, les recrutements, des fois, le premier tri sur le CV, si vous avez 300 CV pour un poste, ça va être extrêmement court. J'ai un collègue qui avait demandé à Bioforce qui avait fait une petite étude informelle, mais c'était moins de 10 secondes en fait, le premier coup d'œil sur les CV. Donc si l'intitulé, si vous candidatez à un poste de coordinateur de projet et puis que votre intitulé, votre titre de CV n'a rien à voir, s'il n'y a que des entreprises, si on ne voit pas que vous avez été à l'international, s'il n'y a pas vos engagements associatifs, le CV ne va pas passer cette première étape. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous donner une chance, de faciliter le travail du recruteur, de lui permettre d'identifier ce que vous avez à apporter. Donc c'est vrai qu'il faut que votre CV soit ciblé vers cette ONG, vers ce poste. Et donc ça nécessite une reformulation. Après, je rejoins Estelle sur le côté
spontané. Voilà, à la fois, c'est pas la peine non plus d'être dans une posture ou un jeu de rôle complètement changer votre personnalité. Mais néanmoins, c'est pas un café, c'est pas un speed dating, c'est pas un rendez-vous chez le psy, l'entretien. Donc, il va falloir dire que toutes les informations, comme ça a été dit, concourent vers une utilité pour le recruteur. Et puis, essayer de pas vous tirer une balle dans le pied en étant trop naturel. Le jeune homme là-bas, qui a levé la main depuis le début. Et bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors, je voulais poser aussi une question sur le CV. Est-ce que ça existe toujours un CV court, en une page? Il ne faut pas que ça dépasse une page. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre le plus de détails possible sur le profil, sur le poste ciblé voilà, selon vos expériences. Merci. Alors, c'est vrai qu'un CV en une page, ça dénote un bel esprit de synthèse. Mais si ça masque beaucoup de choses, et c'est dommage finalement. Donc, vaut mieux un CV sur 2 pages où on comprend bien votre parcours, surtout quand il y a un parcours. Voilà, c'est vrai que quelqu'un qui sort du bac va pouvoir faire tenir son CV sur une page. Quelqu'un qui a des expériences, c'est mieux de les montrer, de les valoriser. Ouais. Juste pour compléter, des informations intéressantes à mettre dans votre CV, par exemple sur les volumes. Si vous avez géré un budget, c'était un budget quoi, de 1 000 €, 1 million, pas tout à fait le même travail. Vous avez géré des équipes, il y avait combien, 3 personnes ou il y en avait 50. Voilà, ça c'est important. Oui. La confidentialité des budgets, ça peut être approximatif. Alors, en secteur ONG, c'est pas archi confidentiel, les volumes des projets. Par contre, peut-être que dans le privé, ça pose peut-être plus de questions. Ce que vous pouvez faire, c'est du coup, notamment si c'est un CV par compétence, ça peut être de gestion budgétaire, de mettre le maximum que vous ayez eu à gérer, et du coup, c'est pas forcément nominatif. Bon, après, avec un peu de jugeote, on peut retrouver, c'est sûr, par rapport à la taille des structures, mais ça peut être une option, ou alors ça peut être une fourchette aussi, si vraiment vous êtes mal à l'aise, ou max au-dessus de tel montant. Mais c'est vrai que voilà, c'est très différent d'avoir géré 1 000 € ou 1 million d'euros. Oui, bonjour, merci. Moi, j'ai une question par rapport à l'après-entretien. Admettons que j'ai fait un entretien et que ça s'est plutôt bien passé, selon moi, c'est toujours dur à dire, et que je n'ai pas le point de vue du RH, mais que je n'ai pas été sélectionné, mais qu'ensuite il y a un autre poste relativement similaire ou pas forcément, mais qui soit intéressant pour mon profil. Quelle est la meilleure approche pour éventuellement continuer? Quelle est l'approche la plus bienvenue du point de vue RH dans ce cas-là, pour essayer de retenter sa chance sur un autre poste? Super question, merci beaucoup. On fonctionne de moins en moins par vivier. C'est-à-dire que moi, quand j'ai été recrutée chez Action contre la faim, ça devait être en novembre ou octobre, je ne sais plus de quelle année, 2007. Voilà. Et en fait, j'ai été recrutée, j'ai été validée en tant que coordinatrice RH, mais sans poste. Donc j'étais dans le vivier des coordos RH en tant que validée. Quand il y aura un poste de coordo RH qui se libère, éventuellement, je serai mise dessus. Mais on fonctionne plus trop comme ça maintenant. On fonctionne vraiment des recrutements par poste. Donc en fait, c'est pas forcément le même recruteur qui va gérer les 2 recrutements. Donc votre candidature et donc l'entretien que vous avez fait, le nouveau recruteur qui a ce nouveau poste, il est peut-être même pas au courant. Donc moi, je conseillerais plutôt de faire une candidature en bonne et due forme normale, en mettant dans votre CV
j'ai déjà passé un processus de recrutement et un entretien avec Bidule. Et en parallèle, si vous aviez le mail de Bidule, envoyez un mail à Bidule en disant j'ai vu qu'il y avait tel poste qui était ouvert, j'ai postulé. Voilà, comme ça, les deux, on est sûr qu'ils vont se parler. Et que le nouveau recruteur, on va dire, la nouvelle personne en charge de ce recrutement va pouvoir parler avec l'autre. Si c'est la même personne, bah, c'est plus simple, vous envoyez la candidature en disant on s'est déjà rencontrés, on a déjà fait cet entretien il y a 2 ans, ça peut être vraiment, voilà. Et je souhaite aujourd'hui repostuler à tel poste. Voilà. Ça répond à la question ? Ouais, bah oui, parce que comme je dis, c'est pas forcément géré par la même personne. Dans les organisations des services recrutement, il y a des services qui sont organisés par profil, par métier. Donc, par exemple, il va y avoir une personne qui est en charge de tous les profils financiers, qui va recruter tous les profils financiers pour le monde entier, un autre qui va faire la log, etc. Mais dans d'autres organisations, c'est par zone géographique. Donc, vous pouvez avoir passé un entretien pour le Burkina Faso et c'est pas du tout la même personne qui va gérer pour le Bangladesh. Donc, si 2 semaines après il y a un poste pour le Bangladesh, faut pas hésiter, ouais. En étant, je pense, transparent, en disant j'ai déjà fait un processus de recrutement, déjà parce que potentiellement ça vous évite de refaire un entretien ou d'avoir un entretien plus court ou d'être éliminé tout de suite, mais au moins vous saurez. Oui, juste pour partager mon expérience, moi j'étais un peu obsessionnelle avec Médecins du Monde et j'avais commencé un processus de recrutement récemment sur un poste. Il y en a un autre qui est paru, qui était aussi dans mon champ de compétences. Bah, j'ai recandidaté, du coup, en expliquant dans le mail que j'étais en processus aussi sur l'autre poste, mais que voilà, je réitérais mon intérêt pour le poste précédent, mais que celui-là pouvait aussi me convenir et que je voulais surtout travailler avec Médecins du Monde et sur ce type de poste. Donc c'est pas un problème. Après oui, effectivement, d'informer peut-être le contact que vous aviez, que vous êtes à cheval sur 2 recrutements. Bonjour, c'est moi. Pardon. Alors dans mon cas, moi je suis aussi en reconversion professionnelle. J'ai une question par rapport à l'international, parce que j'ai une expérience plutôt internationale, mais j'ai l'impression que c'est un peu mission impossible d'intégrer une ONG sans avoir une mission à l'étranger. Je veux dire, intégrer un siège ici en France sans avoir cette mission humanitaire à l'étranger. Est-ce que je me trompe ? Vous avez un profil international ? Oui. Oui, voilà, tout à fait. Tout dépend du poste, parce qu'il y a des postes notamment de référents techniques. Moi, c'est un des postes que j'ai occupé. À un moment donné, j'étais référente technique RH, donc je supervisais de manière fonctionnelle les responsables RH terrain. Évidemment, il faut avoir été RH terrain avant. C'est logique. Donc, ça dépend de votre profil. Après, il y a plein de postes qui sont ouverts quand même au... Ouais, enfin plein. Non, pas plein. Mais il y en a quand même qui sont ouverts à des gens qui n'ont pas fait de mission humanitaire. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de votre profil. Tous les postes de référent, ou technical advisor, on va dire, ça ne sera pas bien facile. C'est pas pour vendre des prestations, mais à Bioforce, il y a des entretiens individuels d'1 heure avec des conseillers d'orientation. Alors là, aujourd'hui, oui, je sais pas s'il y a encore des places, parce que c'est gratuit aujourd'hui. Ah ok, bah super. Parce que ça, c'est vraiment si à un moment vous avez un doute sur votre parcours et que vous trouvez pas les infos, prendre un entretien d'1 heure, même si ça a un coût, bah, profitez-en aujourd'hui, du coup c'est gratuit. Ça permet vraiment justement d'avoir des réponses par rapport à ça. Quelle stratégie par rapport à ce que je sais faire. Je sais que j'en fais pas mal et ça aide beaucoup les personnes des fois à débloquer par où je commence et où est-ce que je peux candidater.
Alors, il reste 5 minutes. Je suis désolée. En plus, moi, j'anime une conférence après, donc je pourrais pas trop déborder. Puis, il y en a une autre qui commence ici aussi, d'ailleurs. Oui. Allô bon, c'est bon. C'est bon ou... Non, pas forcément. Non, on est assez souple. On a l'habitude dans les carrières humanitaires qu'il y ait des trous. Parce que quand on a fait 1 an dans des contextes difficiles, on prend du temps un peu après. On sait aussi que partir en famille, en mission, c'est compliqué. Donc les gens qui ont des enfants en bas âge, des fois, ils font des pauses. Puis ils repartent plus tard, ne serait-ce que pour les femmes pour accoucher et tout ça. Donc ils font des pauses tant que le bébé est petit, et puis ils repartent plus tard. Donc le trou de CV, dans le CV en lui-même n'est pas un problème. Par contre, il faut être capable de l'expliquer et être à l'aise avec ça. Encore une question, est-ce qu'on peut vous laisser nos CV sur place version papier ou est-ce que préférablement il faut aller sur Internet et laisser la version... Moi, personnellement, papier, non. Après, pour mes collègues qui ont des stands, j'ai vu qu'il y avait des CV papier qui circulaient. Donc, vaut mieux alors pour Bioforce et Madame d'aller sur Internet et créer un peu plus d'Internet. Bioforce, il y a un peu de recrutement. Il nous restait une dernière question. C'est à quelle heure l'autre conférence ici? Ah ouais, 4. Alors, merci pour la présentation. Je m'appelle Gladys, je suis en dernière année de formation en master en humanitaire et solidarité. Ma question, du coup, était de savoir quand on est devant une fiche de poste où on demande peut-être 3 ou 5 ans 3 ans d'expérience, qu'on a peut-être acquis, mais pas par le biais d'un CDD ou un CDI en stage. Est-ce qu'on peut quand même prendre le risque de postuler, sachant que c'est pas... Voilà. Ou comment valoriser justement cette expérience, même si elle est acquise à partir des stages, pour se démarquer? Alors, le risque de postuler, il n'est pas super élevé. Au pire du pire, t'es pas appelé, c'est tout. Donc, bon. Et donc, tu auras passé un peu de temps, mais il n'y a pas un gros risque. C'est une bonne question, surtout venant d'une femme. Et je vous partage une statistique. Un homme qui coche 30% des compétences, il postule. Une femme, elle attend souvent d'avoir 80%, cocher 80% d'une fiche de poste pour postuler. Donc, il faut essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Sur un malentendu. Jusqu'à vous êtes 13h04, 13h05, il faut qu'on ait... C'est pour ça, oui. Il y a un jeune homme qui essaye depuis le début, le tout début. Merci beaucoup et merci beaucoup pour la présentation. Personnellement, dans une période de candidature et vu le milieu actuel où des fois il y a des postes qui sont ouverts sur des sites, mais on sait que, puisque c'est d'un point de vue légal, mais ça se passe en interne, des fois que les personnes trouvent du travail et tout ça. Je me demandais, j'arrive personnellement pas à mettre le curseur entre le temps passé à écrire mes documents, CV et lettres de motivation, entre trop de temps. Je peux lire tout le site internet, lire le bilan annuel de 700 pages d'une ONG pour avoir le meilleur CV et ma lettre de motivation. Mais si je fais une candidature par mois, ça sera du coup beaucoup trop de temps, ou même par semaine. Donc je sais que la question va être un peu particulière, mais à l'inverse de faire une lettre de motivation type et changer 3 mots-clés ou l'adapter vraiment personnellement, où c'est qu'on peut mettre le curseur entre combien de temps vous conseillerez pour faire une candidature? Est-ce que ça met une journée? Est-ce que... En effet. Alors, je n'ai pas de statistiques sur combien de temps on doit y passer. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais nous, recruteurs, on le sait. Donc, de toute façon, c'est un secret de Polichinelle. Vive ChatGPT pour écrire des lettres de motivation. Donc, maintenant, la rédaction,
on s'en fiche un peu. On en parlait hier, voilà, on avait cette table ronde sur le recrutement et on a parlé de l'IA dans les recrutements et comment ça impacte. Donc maintenant, c'est vrai que les compétences rédactionnelles, on ne va pas tellement aller les chercher dans la lettre de motivation. On sait que de toute façon... D'ailleurs, il y a des lettres de motivation qui sont à la fin, il y a écrit rédigé avec ChatGPT, donc clairement. Voilà, mais même ceux qui ne l'écrivent pas, on sait que c'est passé. De toute façon, mais avant ChatGPT, il y avait les potes, la maman, je ne sais qui vérifie les fautes d'orthographe, machin. Donc ça, c'est pas la peine d'y passer trop de temps. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi tu es là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir lu le rapport de 700 pages de l'ONG pour savoir pourquoi tu es là, tu vois. À mon avis, la lecture du rapport pour l'entretien, c'est peut-être pas mal, et encore, ça dépend le poste. Par exemple, là, je recrute un DIROP. Tous les candidats, quasiment, ils ont tous lu le rapport. Et j'avais eu un poste avant où justement le dernier rapport n'était pas disponible. La plupart des candidats me l'ont demandé pour se préparer pour l'entretien, mais pas à l'étape de l'aide de motivation. C'est pas la peine. Déjà, je te dis, 80%, 90% des lettres de motivation de toute façon sont nulles, très honnêtement, vraiment. Donc, si elle sort un peu du lot, c'est gagné. Merci. Ouais, il y avait une question ici. 1 minute. Merci pour votre présentation. Je vais la faire très synthétique pour essayer de ne pas vous influencer. Qu'est-ce que vous pensez des CV où les expériences professionnelles et bénévoles sont mélangées? Ou c'est plutôt par ordre chronologique et donc les deux s'entremêlent? Ouais, ça... J'ai pas d'opinion particulière sur la question. En fait, ça marche. Si les expériences bénévoles étaient intéressantes, parce que si c'était pour mettre des courriers dans des enveloppes, faut pas le mettre au même niveau qu'un poste de chef de projet, quoi. Parce que voilà, mais sinon, c'est bien. Essayer de trouver une fonction, si possible, à ce bénévolat, assistante communication. Voilà, si vous pouvez pas seulement écrire bénévole, mais extraire une fonction qui nous renseigne sur ce que vous avez fait, effectivement, c'est très bien. Et merci beaucoup à tous, à toi Estelle, aux organisateurs, à vous tous. Et ouais, moi pour ma part, si vous voulez, il y a une super conférence à 13h55, je crois. Trouver son chemin dans le secteur de la solidarité internationale. Vous êtes bienvenus. Et moi aussi, je fais un peu de pub. Je vous propose de venir à 15h40 jouer Mission Nidistan pour découvrir la diversité des métiers de l'humanitaire et comment ça se passe un peu sur le terrain concrètement.